Salut, c'est Armand et Max. Tu es bien sur REC, le podcast des créateurs de contenu. Après avoir bossé chez TikTok et Google, on est passé du côté des créateurs pour en décrypter l'écosystème. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Forest. Si tu passes un peu de temps sur TikTok et que tu t'intéresses à la création de contenu, je te parie que tu l'as déjà vu dans ton feed sous le nom de la méthode Antoine. Il a été un des pionniers sur ce réseau et cumule aujourd'hui près d'1,5 million d'abonnés, avec qui il partage toutes ses connaissances pour tirer profit de ce réseau qu'est TikTok. On va parler de son expérience de l'influence chez Merci Andy, entreprise qu'il a fondée, et également de sa vision du marché des créateurs de contenu depuis qu'il est parti s'implanter aux États-Unis, à Miami. On espère que tu vas apprécier la conversation. Bonne écoute à toi. Pour commencer, merci Antoine de nous faire l'honneur de ta présence. La méthode Antoine, la star de TikTok et de tous les TikTokers qui veulent percer sur la plateforme. Est-ce que tu pourrais pour nous te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore? Merci déjà de m'accueillir. Donc moi c'est Antoine. J'ai 33 ans. Je vis aux États-Unis et je travaille dans le milieu des créateurs de contenu, influenceurs ou du marketing d'influence depuis maintenant pas mal de temps, à peu près 8 ans, vraiment exclusivement dans ce milieu-là depuis 8 ans. Et avant, indirectement, lorsque j'avais lancé une marque de cosmétiques qui s'appelle Merci Andy, où on travaille déjà avec des créateurs. À l'époque, on appelait ça des blogueurs. Donc voilà, ça fait un petit moment maintenant. Ok, Merci Andy, ça a commencé quand du coup, en quelle année? Je crois que c'était en 2012. Ouais, je pense que ça fait 10 ans maintenant. On avait lancé ça à 3 avec 2 copains d'école. Ok, que justement je regardais tout à l'heure, là, juste avant de rentrer dans l'épisode, une vidéo de toi qui réagit à la vidéo de Magali Berda, qui dit j'ai inventé l'influence, etc. Et tu disais justement qu'avec Merci Andy, bon toi en l'occurrence ça faisait déjà un paquet de temps que tu étais sur le sujet, et que même avant toi il y avait sûrement des gens qui étaient Exactement, ouais. Je pense sur que ça existe depuis bien longtemps, et même avant, c'est ce qu'on appelait, je pense indirectement, le marketing de célébrité, celebrity marketing. Donc Bien sûr, ouais. c'est pas récent. Depuis la nuit des temps. Et toi du coup ça a été quoi ta toute première expérience avec cet écosystème? Eh ben, c'était avec Merci Andy. On avait des produits, et en fait, on a eu quelqu'un qui avait un blog, je crois même un compte Instagram. C'était vers le début, qui nous a dit j'adore votre marque, j'adorerais en parler. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des produits et je vais faire un article de blog en échange. On a fait c'est génial. Et puis on a donné des produits, et puis on a continué à en donner, et on s'est rendu compte que c'était un levier exceptionnel pour la visibilité, pour vendre des produits et pour créer une communauté sur les réseaux. Donc ça a vraiment commencé comme ça, par une demande entrante en fait. Et aujourd'hui, c'est une brique essentielle de la com de Merci Andy. Même si toi, t'y es plus, on le voit, ils sont super présents sur les réseaux, ils font plein d'OP, je pense, d'influence avec des créateurs. Je pense qu'en effet, le secret de Merci Andy, ça a été avant tout d'être très tôt et d'avoir compris l'utilisation des réseaux, et principalement d'Instagram, et le marketing d'influence, de travailler avec un maximum de blogueurs, d'influenceurs, de créateurs pour faire découvrir ses produits, pour avoir des feedbacks sur les produits, et puis pour en faire la promotion tout simplement. Donc c'est évident que c'est une pierre indispensable à sa réussite. Et tu disais que c'était une marque de cosmétiques, mais pour ceux qui connaissent pas trop la marque, est-ce que tu peux nous dire peut-être vos premiers produits, ou en tout cas les produits qui constituaient la gamme quand toi t'étais encore là-bas? Le premier produit, c'était du gel antibactérien. En fait, à la base, c'était vraiment que ce produit. L'idée était un peu de dépoussiérer le marché du gel. Alors ça paraît complètement fou, mais c'était ça. Et donc, on a voulu amener un marketing sympa, des couleurs, des odeurs qui changeaient de ce qu'on trouvait à l'époque en pharmacie, qui sentait l'alcool, la vodka, et qui était vraiment horrible en termes de marketing. Et donc, c'était vraiment le gel. Donc, on a créé du gel, et tout Merci Andy, sa fondation a été sur le gel antibactérien. Et ensuite, ça a été la création d'autres produits. Je crois que c'était une crème de main, le deuxième produit lancé, avant d'en sortir d'autres, pour vraiment avoir une gamme et devenir une marque. Mais le gel a été pendant des années vraiment je pense qu'il est encore le produit phare.
C'est drôle parce que moi, le gel hydroalcoolique avant le Covid, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Donc c'était pas vraiment un truc. Et vous, pourtant, vous vous êtes lancé à ce moment-là sur ce produit. Ouais, c'était pas un truc en fait. L'histoire, c'est que on voulait lancer avec Louis et Roland un restaurant, et donc on a fait une étude de marché en allant dans les restaurants, en regardant un peu les trucs cool. Et je sais pas pourquoi, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur le lavage de mains. On voyait que les gens dans les restos, ils se lavaient pas les mains, ils savaient pas, t'avais des trucs sur les mains, tu savais pas quoi faire. Et donc c'est dit, faudrait un produit qui soit dispo, facile pour pouvoir se laver les mains. Et donc on a trouvé ce qui existait, c'était du gel antibactérien. Donc au début, l'idée a été de mettre du gel dans des sortes de petites capsules qui étaient proposées dans les restaurants, personnalisées aux couleurs de restaurant, et tu ouvrais la capsule et tu avais une dose pour te laver les mains. Ça a commencé comme ça. Et donc on faisait du B2B principalement à vendre ces capsules de gel antibactérien pour des restaurants, pour des événements, Roland-Garros, Air France, des trucs comme ça. Puis le B2B, c'était un petit peu chiant, mais on se rendait compte que les gens, ils adoraient notre gel, parce que c'était un gel qui était déjà très cool, très différent. Et donc, on a décidé de lancer une marque. Et donc, c'est ça. On s'est pas dit du jour au lendemain, OK, on va faire une marque de gel. Non, c'était pas comme ça. C'était des pivots, des itérations qui ont amené à ça. C'est intéressant d'avoir l'histoire du début, d'être passé par les restos, etc. qu'on connaît. Enfin, aujourd'hui, j'imagine que c'est pas forcément le cœur du business de Merci Andy. Et du coup, tu disais que bon, toi, t'en es parti depuis quelques années maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel a été ton parcours depuis que t'as quitté l'entreprise? Eh ben, je suis parti de Merci Andy car je voulais faire quelque chose plus dans la tech. Je voulais vivre aux États-Unis. J'avais au niveau de ma vie perso, je voulais changer un petit peu et partir de la France. Ok. Et donc j'ai été aux États-Unis, à Miami, où j'ai alors cherché un petit peu ce que je voulais faire après. Et je suis revenu un petit peu à ce que j'avais appris avec Merci Andy. Non pas le e-commerce, mais en fait toutes les collabs avec les créateurs, avec les influenceurs. Et c'est vrai que je me dis, c'est un marché qui va être énorme. J'ai envie de faire quelque chose que par rapport à ça. Et donc c'est là où j'ai créé Stargazer, donc qui est une plateforme et agence de marketing d'influence aux États-Unis. Ok, tu peux nous dire un peu plus sur l'aspect plateforme peut-être. Tu mets en relation des marques et des créateurs. Comment ça fonctionne? C'est une plateforme tech qui est un SaaS finalement, D'accord. où on peut gérer une campagne de A à Z, où le process pour gérer une campagne avec des centaines, voire des milliers d'influenceurs est automatisé à 95%, ce qui permet d'avoir une efficacité énorme lorsqu'on veut travailler avec beaucoup de créateurs. Je dis toujours, si on veut travailler avec 10, 20 créateurs, on peut le faire entre guillemets manuellement. Mais lorsqu'on est une boîte où on veut vraiment scaler ce process et travailler avec des centaines par mois, voire des milliers, il faut de la tech. Et donc, nous, on a créé ce produit tech. Et donc, on fait un hybride où on manage des campagnes pour nos clients, mais on utilise la tech et le client peut utiliser certaines parties de la tech pour réaliser ses campagnes. Concrètement, du point de vue de la marque, ça ressemble à quoi? La marque vient avec un brief, elle te dit, moi, je veux faire une opération, mettre en avant un produit en particulier. Et c'est quoi les étapes d'après? Qu'est-ce que tu automatises et comment est-ce que tu fais de l'influence at scale? Eh ben, oui, la marque vient souvent, pas forcément avec un brief, mais en tout cas avec un produit, avec un objectif. Nous, on s'est très vite spécialisé sur la performance, c'est-à-dire non pas l'idée simplement d'apporter du contenu et de la visibilité, mais de générer des ventes, des téléchargements d'app. Et donc, la marque vient vraiment avec des KPI. Et nous, l'objectif, ça va être de délivrer ou de se rapprocher le plus proche de ces KPI en utilisant des créateurs. Et donc, elle vient nous voir avec ça. Parfois, ils ont un brief. Et nous, si tu veux, on va utiliser notre plateforme pour non seulement trouver les influenceurs, les contacter, avoir accès à toute leur data, leur audience, savoir si c'est un bon fit avec la marque, faire toute la négociation avec eux, le paiement, le contrat, tous les aspects d'une campagne en fait vont être centralisés dans notre plateforme et automatisés avec un clic pour générer un contrat, un clic pour générer un lien traqué, un clic pour faire le paiement. Donc si tu veux, la plateforme elle est aussi créée comme une place de marché. Les influenceurs ont leur propre plateforme où ils peuvent se connecter, rentrer
des informations sur eux, rentrer leur méthode de paiement, rejoindre une campagne, uploader le contenu. Donc vraiment, tout est fait pour que ça soit du côté marque, de notre côté qui est un peu l'intermédiaire, et du côté créateur, il y a un outil tech qui leur permet de tout faire assez facilement. Trop cool. Et du coup, t'es basé aux États-Unis, à Miami. Est-ce que tes clients, ils sont plutôt également aux États-Unis ou est-ce que tu travailles plutôt avec la France? Non, 100% aux États-Unis. Je suis le seul qui parle français. Ça a été un choix dès le début où je vais aux États-Unis, c'est pour travailler avec les Américains. Donc, tous nos clients sont américains. Je dois avoir 1% de clients français, mais c'est uniquement des clients français qui veulent se lancer sur les États-Unis ou qui veulent se développer aux États-Unis. Je fais quasiment pas de campagne en France. Très peu. Et donc, t'as vu ce qui se passait sur de l'influence en France avec Merci Andy notamment. Et maintenant, tu vois aussi beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des différences dans les manières de faire outre-Atlantique? Ouais, les marchés sont assez différents. Souvent, les Français, mes clients français sont surpris par les prix des créateurs aux États-Unis. C'est beaucoup plus cher. Et aussi, c'est plus l'image que ça a. J'en ai parlé pas mal et je pense vous aussi, c'est un petit peu le côté le mot influenceur est un gros mot en France, alors qu'aux États-Unis pas du tout. Le mot influenceur en France est assimilé à de la télé-réalité, alors que aux États-Unis c'est des créateurs de contenu. Donc je pense qu'il y a vachement de différence par rapport à ça. Le mot influenceur en France, c'est dropshipping, arnaque, alors qu'aux États-Unis, pas du tout. Donc, c'est vrai que l'image en France, elle est vraiment sale et je pense qu'on essaye tous ensemble de travailler là-dessus pour changer cette image. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus noble. C'est des gens qui sont en fait des entrepreneurs, des solopreneurs qui ont envie de réaliser une carrière avec leur contenu et qui travaillent tous les jours pour ça. Et donc, c'est sûr que cette image, elle est beaucoup plus sympa du côté des États-Unis. Et côté entreprise, puisqu'en France, toutes les boîtes font pas encore appel à du marketing d'influence. Est-ce que tu penses que le marché il est aussi beaucoup plus mature aux États-Unis? Ça, c'est quelque chose que tu ressens aussi, j'imagine. Ouais, bien sûr. Toutes les marques n'en font pas non plus, hein, mais c'est vrai, dès que quelqu'un vend un produit au grand public, ils utilisent des créateurs d'une manière ou d'une autre. Ça veut pas dire travailler avec des centaines ou des milliers de créateurs, mais avec certains ambassadeurs. Ça se fait énormément, c'est démocratisé. Le marché est en constante progression. Donc non, ce que je vois en France, c'est un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, mais quelques années après ou 1 ou 2 ans après, mais c'est à peu près la même chose. Je pense que la France a très vite sauté sur TikTok. Par rapport aux États-Unis, il y a quasiment pas eu d'écart, donc ça c'est assez intéressant. Mais oui, le marché est mature, les marques travaillent avec des créateurs, les marques dépensent plus avec les créateurs. Ça, il y a aucun souci par rapport à ça. Et est-ce que tu vois des trucs où tu te dis ah tiens, ça c'est propre aux US et ça va arriver peut-être bientôt en France et en Europe? Est-ce que tu as des insights à nous partager peut-être sur le futur de la creator economy en Europe? Ah, je sais pas. C'est beaucoup de TikTok. Aujourd'hui, le marché américain, c'est du TikTok depuis la fin 2019, où vraiment les marques se sont dit, OK, on va se mettre sur TikTok. Donc, toujours un petit peu d'avance avec la France, mais pas tant que ça. Je pense qu'en France, ça arrivait à peu près mi-2020 ou fin 2020. Et donc, il y en a encore énormément, mais les prix des créateurs ont vraiment explosé. Donc, ce qui était intéressant pour les entreprises américaines, c'était de travailler avec des créateurs TikTok parce qu'ils monétisaient pas du tout encore, et donc parce qu'ils étaient moins chers que des créateurs sur d'autres réseaux, et parce que le reach était monstrueux. Maintenant, le reach est plus compliqué. Les créateurs demandent beaucoup plus, donc ils le font toujours, c'est intéressant, mais ils cherchent toujours, OK, où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? BeReal, pour le coup français, a explosé aux États-Unis depuis pas tant de temps que ça, et les marques commencent à l'utiliser. Pas tant de ça avec des créateurs, mais c'est un petit peu le réseau où ils essayent de se positionner. Donc là, j'ai pas vraiment une nouveauté qui va arriver je sais pas, dans quelques temps en France, à part que TikTok est toujours numéro 1 et en train de grimper et de prendre de plus en plus de parts de marché sur l'investissement en influenceurs aux États-Unis. Ouais.
Et je me demandais, tu vois, en France, nous, on voit beaucoup de créateurs qui sont TikTok first et qui ont du mal à se détacher de TikTok et se mettre sur d'autres plateformes. Est-ce qu'aux US, tu vois le même phénomène ou est-ce que les créateurs sont beaucoup plus mobiles d'une plateforme à l'autre et ils arrivent à construire leurs audiences sur plein de plateformes différentes? Non, je pense que c'est le même problème. En fait, ce qui a été intéressant avec TikTok, c'est que ça a redistribué les cartes un petit peu de l'influence. C'est-à-dire que t'as beau être un YouTuber ou un créateur Instagram, il y en a qui sont lancés que sur TikTok, qui vont exploser et qui maintenant sont énormes sur TikTok. On le voit d'ailleurs avec l'exemple de Charlie D'Amelio ou Kabilam. C'est des gens qui sortent de nulle part, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant. Eux ont réussi à aller sur d'autres plateformes, mais il y a énormément de créateurs qui n'y arrivent pas. Parce que TikTok, c'était une question de timing, c'était une question de contenu, et aller sur YouTube faire du format long, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément donné à tous, et donc certains n'y arrivent pas. Cependant, rester que sur TikTok ou même être vraiment exclusivement centré sur TikTok peut suffire à pas mal de créateurs à en vivre ou tout du moins en faire une activité aux États-Unis. Donc ça, c'est intéressant. Mais je pense qu'in fine, un créateur qui veut vraiment faire une carrière se doit être partout, de pas être que sur un réseau, parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir à ce réseau. Mais en plus de ça, parce que le format court permet de créer une audience assez facilement, mais c'est beaucoup plus dur de créer une communauté. Et la monétisation va passer par vraiment une communauté engagée. Et ça, je pense que vraiment, c'est que le contenu long qui peut le permettre. Donc, YouTube me paraît indispensable pour vraiment rester sur le long terme. Ou le podcast, d'ailleurs. Pour revenir sur ta casquette de créateur de contenu, en plus je vois que tu as une casquette, casquette de créateur de contenu, tu fais partie des... Enfin d'ailleurs, il y a souvent des créateurs qui vont ensuite se devenir des entrepreneurs et qui vont profiter de cette notoriété. Toi, tu as eu le chemin un petit peu inverse, tu es de base un entrepreneur en plus dans la creator economy et tu as décidé de aussi devenir créateur. Et les rares entrepreneurs qui deviennent créateurs souvent le font pour parler de leur propre entreprise. Toi, sur ton compte, tu en parles quasiment pas ou très très peu. J'ai pas vu grand chose là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes premiers pas en tant que créateur de contenu? Est-ce que c'est arrivé avec TikTok? Est-ce que tu faisais déjà du contenu avant ou pas? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre? J'ai jamais fait de contenu, on va dire sérieusement. Je travaillais avec des créateurs, des influenceurs, mais j'étais vraiment du côté marque, du côté stratégie, de comprendre les réseaux, mais sans forcément y aller. Comme beaucoup de monde, cette histoire, j'ai entendu 40 000 fois, Covid, on fait quelque chose à côté, etc. Et j'ai ma copine à ce moment-là qui se lançait sérieusement sur Instagram. Et j'ai dit, tiens, bah moi, je vais aller sur TikTok parce que c'est le nouveau truc, etc. Et je l'ai fait depuis les États-Unis en français. Et je l'ai fait exprès. C'était vraiment, j'ai dit, tiens, je vais aller tester en français, etc. Et le truc a pris, en fait. Je pense que vous avez un contenu qui était intéressant. C'était le timing qui était excellent. Faut dire ce qui est. Hein. Je pense que j'ai commencé dans la bonne fenêtre. Et peut-être que j'aurais commencé 2 ans après, ça aurait pas été la même chose. Donc ça, faut être assez réaliste aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont explosé parce que c'était la bonne fenêtre, c'était le bon timing. Et donc voilà, je connaissais bien le fait de travailler avec des créateurs, j'en parlais avec beaucoup, mais j'étais jamais derrière la caméra. Et d'ailleurs, c'était un exercice super intéressant. Je suis vraiment content de l'avoir fait parce que j'ai compris d'autant plus quelles étaient les problématiques en tant que créateur. J'ai compris ce que c'était un créateur, et ça, pour ce que je fais, ma boîte, c'est une richesse qui est exceptionnelle. Donc, je suis content par rapport à ça, mais j'ai dû apprendre comme tout le monde. Hein. J'ai regardé, j'ai compris les codes, j'ai réessayé, j'ai itéré. Et puis petit à petit, voilà, on s'y met. Mais c'est vrai que j'ai commencé avec TikTok parce que c'était le truc, nouveau truc un peu cool à la mode, et voilà. Et tu avais le même positionnement dès le début, à savoir, alors je sais pas comment tu présentes ton positionnement, mais si je devais résumer, c'est je te donne les tips sur TikTok, comment percer sur TikTok. C'était ça dès le début ou Non, au cherchais début, un peu? c'était vraiment les hacks, des astuces, parce que ça marchait pas mal, mais autour du marketing digital ou des outils ou des trucs comme ça. C'était quelque chose qu'on voyait un petit peu aux États-Unis, pas trop en France. J'en ai lancé 2-3, et puis voilà, c'était vraiment ça. Et petit à petit, en fait, en comprenant comment ça marche, je me suis un peu niché.
ce qui est pas forcément une bonne stratégie si j'aurais voulu continuer à avoir des millions et amasser et faire vraiment de la vidéo virale, mais c'est ce qui m'intéressait davantage. Donc c'est pour ça que j'ai été par rapport à ça. Mais j'ai même fait des astuces iPhone. C'est vrai que à cette époque, quand tous les jours tu pouvais poster une vidéo et que tu faisais 500 000, 1 million de vues, mais chaque jour en postant, même plusieurs fois par jour, tu disais, OK, quel est le truc que je peux faire qui peut être un petit peu buzz viral? Et tu postes, et c'est addictif, hein, faut dire ce qu'il y a, c'est addictif. Puis après, on se dit, bon, OK, pourquoi tu fais ça? Ça n'a plus aucun sens. Et donc après, tu commences à avoir une stratégie et tu te niches un petit peu plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi ton... Enfin, surtout à cette époque-là, à ces débuts, c'était quoi ton drive? Qu'est-ce qui te donnait envie de te lancer? Parce que tu devais déjà, j'imagine, bien occupé avec ta boîte à côté. Qu'est-ce qui t'a... C'était vraiment apprendre. C'était apprendre. Ouais. J'avais aucune envie de faire quelque chose de particulier avec ce compte, même de le monétiser, j'y pensais même pas. C'était juste créer des vidéos. Et quand tu vois que ça marche, bah ça motive. Et ça dans tout, Bien hein, sûr. pas, enfin créateur. Hein. Tu lances une boîte, ça peut être quelque chose que t'aimes pas à la base. Le truc marche, t'es motivé à en faire plus. Bah voilà, du coup, tu continues et tu postes. Et parce qu'on avait plus de temps à ce moment-là, et aussi parce que par rapport à mon métier, ça faisait sens d'en apprendre plus. Et de toute façon, t'es dans les réseaux toute la journée, donc ça changeait pas grand-chose, on va dire. Ça t'a débloqué quoi comme opportunité Est-ce que tu as rencontré des gens? Est-ce que tu as eu peut-être des opportunités business pour ta boîte? Du business, un petit peu, ouais, bien sûr. Surtout, ça m'a fait... c'est beaucoup de gens qui, pendant le Covid, du coup, se sont mis sur TikTok et consommaient du contenu et m'ont retrouvé alors que ça faisait 5 ans, 10 ans que j'avais pas vu. Putain, mais Antoine, c'est toi alors. Parce que j'avais déménagé, j'étais même plus en France. Donc, du coup, les gens, mais c'est lui. Enfin, donc ça, c'était assez drôle. Mais oui, ça m'a apporté du business, de rencontrer des personnes, de parler avec des créateurs. Donc, super expérience, ça c'est sûr. Mais à quel moment est-ce que tu t'es dit je vais lancer une formation? À partir du moment où j'ai vu que je maîtrisais bien la chose, que je comprenais comment ça fonctionnait et où je voulais vraiment aider davantage les créateurs pour en faire une carrière et pour exploser sur TikTok. Donc, de toute façon, mon contenu était beaucoup d'astuces. Donc, j'aidais de manière gratuite beaucoup de créateurs. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, je me suis dit, OK, je vais faire une formation où je vais vraiment délivrer beaucoup plus que la promesse. C'est-à-dire que j'ai fait une formation elle a plus de 8 heures de contenu. J'ai fait exprès de la mettre pas cher du tout parce que je voulais pas être assimilé à OK, le gars a une audience, maintenant il commence à vendre des formations. Non, pas du tout. C'est vraiment, je fais un truc qui est ultra solide où personne ne peut être déçu parce que ça coûte pas cher et il y a beaucoup de valeur. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée et c'était d'aider davantage les créateurs. Parce que c'est vraiment ça qui me motive tous les jours, c'est de travailler avec tous ces créateurs et de certains les voir vivre de ça, je trouve ça magnifique. C'est une Mais je belle pense que mission, pour eux, ouais. c'est pareil. Hein. C'est un Bah petit ouais. peu votre mission. C'est ce qu'on kiffe, quoi. C'est travailler avec des créateurs, voir que le gars, il parle de sa passion, il crée du contenu, il Ouais. arrive à en vivre. Putain, c'est génial. Et comme tu dis, le mot passion, il revient souvent dans les discussions. D'ailleurs, certains appellent ça même la passion economy, l'économie de la passion, tu vois, le fait de partager du contenu sur ce que tu kiffes. Les gens sont passionnés quand ils en parlent, quoi. Donc c'est hyper gratifiant. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager un petit peu combien de formations t'as vendues, est-ce que tu entretiens une espèce de communauté avec ces créateurs? Parce que pour être honnête, c'est même une question que nous on se pose avec Armand d'ailleurs, avec les gens qui nous suivent. Il y a beaucoup de créateurs évidemment parce qu'on s'adresse vraiment à eux. TikTok, c'est pas toujours le meilleur endroit pour communiquer avec ces créateurs. T'en as qui ont des Discord, des Telegram, des je sais pas quoi. Comment toi tu engages avec ta communauté, je dirais ton cercle un peu privé, parce que tu as plus d'1 million d'abonnés sur TikTok maintenant. Donc, est-ce que tu as aussi une base un petit peu plus resserrée autour de toi? Ouais, alors j'ai pas le chiffre exact du nombre de formations vendues, mais je sais que il y a plus de 1000 personnes qui ont pris cette formation. Et sur les 1000, il y en a un gros pourcentage qui non seulement a gagné des abonnés,
a vraiment vu une croissance sur leur compte, mais il y en a pas mal qui sont vraiment devenus influenceurs et créateurs. Et ça, je pense que c'est le top. Quand il y a des gens qui viennent me voir et me disent oui, est-ce qu'avec ta formation, c'est garanti, je vais percer? Non, c'est pas garanti parce qu'il y a des gens qui créent du meilleur contenu que d'autres et j'ai pas envie de dire que tout le monde va réussir. Par contre, je suis sûr que je vais te donner les bases ou la stratégie à suivre pour que si tu as vraiment du potentiel, tu vas exploser. Et d'en voir certains qui ont explosé grâce à la formation et grâce à leur travail surtout, et qui maintenant arrivent à en vivre ou tout du moins en faire une carrière mi-temps, ça c'est génial. Après, TikTok, je suis d'accord avec vous, c'est terrible pour discuter avec les autres. Le chat est horrible. Donc moi, principalement, c'est sur Instagram, des DM que j'utilise. J'ai un groupe Telegram aussi où j'essaie d'envoyer des messages, mais c'est pas tant de la conversation. Il y a un Discord prêt pour ceux qui suivent la formation, mais c'est principalement Instagram. Je trouve que le chat de Instagram sont imbattables là-dessus. En tout cas, celui de TikTok, ouais, on te rejoint, il est vraiment pas... J'aimerais bien pas qu'il terrible. fasse quelque chose parce que c'est terrible. Pourtant, c'est pas la feature la plus compliquée, faire un système de chat qui fonctionne. Je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. Tu peux nous raconter un peu comment tu as concrètement lancé la formation? Tu t'es passé par un site qui te permet d'héberger ta formation. Tu t'es posé 5 jours, tu as fait un sprint et tu t'es dit OK, faut que à la fin de la semaine ma formation soit prête. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ça a été assez simple. J'ai écrit un petit peu sur limite un bout de papier les différentes parties, le cheminement que je voulais avoir dans la formation. Et puis ensuite, j'ai tourné. Ça m'a pris du temps. J'ai pas vraiment fait un sprint parce que comme voilà, je travaille à côté, etc. C'était vraiment, j'ai pris le temps. Il y avait pas c'était pas pressé. Je sais plus en combien de temps j'ai tourné en tout, mais ça a pris plusieurs semaines. Et ensuite, j'ai tout hébergé sur un outil qui s'appelle Kajabi. Pub pour eux, pour le coup. Il y en a pas mal hein, sur ceux qui hébergent des formations de produits, mais pour moi, eux, c'est le top du top, pour le coup. Donc, il est un petit peu plus cher que les autres produits, mais il fait tout. Il permet d'envoyer des emails, la formation. Même maintenant, tu peux gérer des coachings ou autre. Donc, c'est vraiment un produit parfait pour la créateur économie. Et donc voilà. Et ça s'est fait, et j'ai lancé, et puis voilà, tout simplement. Et t'as sondé ton audience? Tu leur as demandé combien ils seraient prêts à payer? Est-ce que t'as fait Absolument une fausse pas. landing page? T'as juste lancé le truc et... J'ai fait la landing page avec Kajabi qui permet de créer un site Ouais. et des landing pages, donc tout se fait avec. Et j'ai testé plusieurs prix. Le prix a évolué d'ailleurs. Mais comme mon objectif était vraiment pas de me dire je vais optimiser le truc, etc. Mais je veux plutôt donner quelque chose qui est vraiment pas cher et pas faire des formations à 3000 balles ou machin. Voilà, j'ai mis un truc pas cher qui me paraissait correct et voilà. Donc je suis peut-être pas le meilleur exemple à suivre pour les infopreneurs qui veulent faire un truc, etc. avec un funnel de vente. Non, moi c'est justement, j'ai fait mon truc à ma sauce. Ok, mais t'as pas forcément les super gros infopreneurs, mais t'as plein de petits créateurs qui ont une expertise sur un sujet particulier, mais qui sont un peu timides et qui osent pas trop faire une formation, peut-être même à 15 euros, tu vois. En 1 heure, je t'explique comment faire ça. Donc c'est un bon exemple. Et je me demandais, est-ce que... Ouais, vas-y. Non, je disais, faut pas faire trop peu cher non plus, parce que, entre guillemets, attirer un client à 100 $, c'est quasiment le même effort qu'un attirer un à 1000 $, enfin 1000 euros. Donc, faire des trucs qui sont trop cheap, ça sert à rien, pour le coup. Ouais. Donc, vaut mieux mettre un prix, qui soit un peu plus élevé. Et je me demandais, là, on est vraiment dans le technique, mais t'en as fait la promotion ou dans tes vidéos, t'en parlais à chaque fois? Est-ce que t'essaies de le pousser? Tu voyais une différence quand t'en parles pas versus quand t'en parles? Ouais, j'ai fait des vidéos un peu plus promotionnelles. Ouais. Et on voit tout de suite la différence parce que finalement, surtout que ma promotion a été faite principalement sur TikTok. Sur TikTok, c'est pas forcément ta communauté tout le temps qui te voit, et donc il faut en faire plusieurs des vidéos promotionnelles. Certains vont le voir, d'autres vont pas le voir, etc. Donc tu vois tout de suite la différence. Si tu ne le pousses pas ou jamais, des gens pourront le voir et pourront acheter, mais lorsque tu fais une vidéo à propos de ça, direct ça génère plus de ventes. Ça c'est sûr, ça je l'ai vu. Et là aujourd'hui, ça continue de te générer des ventes de temps en temps?
Ouais, c'est le jardin de vente. Après, là, je l'ai poussé un petit peu moins dernièrement, parce que je vais revenir avec une nouvelle version là, très bientôt. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas poussé dernièrement l'autre, mais ça continue. Ok. C'est la beauté de J'ai vu que TikTok, hein. Ouais, Enfin de tous c'est les clair. réseaux de manière générale. J'ai vu que tu lançais aussi, enfin que tu faisais également du coaching sur du one-to-one, j'imagine. Comment ça se passe? Tu as une base de clients récurrents avec qui tu t'accompagnes des créateurs sur de la durée ou comment ça fonctionne? Ça peut être les deux. Ok. Avec certaines personnes, je les suis sur la durée pendant un trimestre ou même plus longtemps. Et d'autres, c'est vraiment j'ai un problème maintenant, je veux que tu m'aides par rapport à ça. On se parle, on définit une stratégie ensemble, etc. Et puis c'est un one shot quoi. Donc ça dépend. J'ai pas fait tant de coaching que ça dernièrement parce que j'avais même fermé pendant très longtemps parce que le coaching c'est chronophage et c'est épuisant. Donc j'avais beaucoup de demandes, mais je voulais pas parce que vraiment je voyais que j'étais épuisé en certains coaching. Là j'ai réouvert et j'en fais quelques-uns, mais vraiment j'essaye de manager ça. Ok, intéressant. Euh, ça me fait penser à un sujet qu'on évoquait juste avant qu'on lance l'enregistrement, qui est celui de la santé mentale, dont tu parles aussi de plus en plus sur ton compte, la santé mentale des créateurs. C'est un sujet dont nous aussi, on a parlé un petit peu avec Armand sur notre compte et aussi dans certaines interviews. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment t'es venu est-ce que toi tu t'es senti concerné par ce sujet de la santé mentale en tant que créateur? Et quel est le message un peu que tu veux faire passer aux créateurs de contenu sur ce sujet? Ouais, c'est vraiment un sujet où en fait les créateurs commencent à en parler. Et donc je sais qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus. Il y a d'ailleurs même un podcast spécialisé sur la santé mentale des créateurs qui vient d'être lancé. Donc le truc est quand même bien niché, mais ça montre que ça prend de l'ampleur parce que on n'avait pas assez de recul par rapport à cette profession et de l'impact que ça pouvait avoir. Et en fait, je l'ai vu autour de moi avec des gens très proches où en fait l'impact des réseaux, l'impact d'une forte visibilité, l'impact des commentaires difficiles ou vraiment des haters pouvait avoir sur une personne, l'impact de devoir créer du contenu tous les jours, d'un burn-out complètement. J'ai vu ce que ça pouvait avoir et ça a même été pour certaines histoires, pour certaines personnes que j'ai côtoyées en hôpital psychiatrique. Donc vraiment avec un suivi très profond. Et donc c'est là où j'ai vraiment, je me dis ok, il y a vraiment quelque chose en effet, parce que moi en tant que créateur, bon déjà c'est pas ma profession à plein temps, mais je l'ai jamais vraiment ressenti parce que c'est vrai que les insultes ou autres, moi ça me passe au-dessus, il y a pas de souci, mais pour d'autres personnes ils les prennent vraiment en plein cœur, ils n'arrivent pas à se détacher de ça. Euh, et, et, euh, et je comprends que lorsque tous les jours on doit créer du contenu parce que c'est ce qui nous permet de vivre et de survivre et de faire de l'argent, bah, lorsqu'on n'a plus d'idées, lorsqu'on n'en peut plus, bah, on commence à faire un burn-out comme dans d'autres professions. Mais là, en plus, on se rend pas compte assez que être créateur de contenu, c'est difficile. J'ai fait une vidéo où justement je parlais de cette opinion qui était un peu impopulaire, où oui, c'est un métier qui est compliqué parce que tous les jours vous êtes là, tous les jours vous devez créer du contenu, sinon vous allez pas manger et les gens enfin les haters, ils peuvent vous exploser quoi. C'est extrêmement difficile. Donc mon message pour les créateurs, c'est que faut pas hésiter à en parler davantage. Faut pas hésiter dès qu'il y a quelques signes à non seulement arrêter de créer du contenu, faire une pause, faire un break. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et dès que ça va un petit peu plus loin et que vous voyez que vous êtes trop affecté finalement par les commentaires ou les retours de certaines personnes, bah qu'il faut aller en parler. Et je pense que là, il y a pas mal de possibilités en France d'être suivi ou autre, mais c'est quelque chose d'important. Quelque chose d'important, il faut faire très attention puisque il y a certaines personnes qui vont être un petit peu plus solides ou alors qui vont pas le montrer, mais il y a d'autres vraiment ça peut avoir un impact qui est énorme. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye d'en parler et c'est bien que vous en parliez aussi, juste pour faire comprendre aux créateurs qu'ils sont pas seuls et que c'est une réalité aujourd'hui. Mm.
Et ce phénomène, tu le vois surtout sur les créateurs de contenu court qui ont explosé d'un coup et qui se retrouvent très exposés du jour au lendemain, ou tu le vois aussi sur des créateurs plus traditionnels? Non, non, sur tout type de créateur. Il y a pas mal de youtubeurs d'ailleurs qui disent j'arrête, Ouais. j'en peux plus, je fais un burn-out parce que faire une vidéo YouTube et quand on en fait beaucoup, c'est encore plus de boulot, quoi. Donc c'est très 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 difficile. Donc non, c'est tout type de créateur. C'est juste qu'à force de travailler la créativité, de devoir poster autant, enfin c'est un boulot et je suis pas en train de dire oui c'est le boulot le plus difficile, etc. Non, mais c'est juste qu'il a ses difficultés et maintenant qu'on a un petit peu plus de recul, on se rend compte qu'il y a bien un impact des réseaux et de ce métier lorsqu'on voit autant de personnes qui commencent à aller en burn-out et qui font des dépressions ou autres. Donc, faut en parler. Ça me fait penser, est-ce que toi, tu gères ton contenu 100% tout seul ou est-ce que tu as externalisé une partie du job sur le montage peut-être ou l'écriture? Non, non, je suis tout seul et c'est pour ça que je fais pas des montages qui sont exceptionnels et que je suis toujours en mode TikTok année 2000, 2020, 2021. Et c'est pour ça que c'est un réseau que j'adore parce que ce réseau me permet d'avoir un côté amateur qui en fait est l'essence même de ce réseau. Donc j'ai pas tant besoin que ça d'élever mon contenu, même si c'est sûr que maintenant je vois l'évolution et je me dis waouh, avoir un truc un petit peu plus monté, ça pourrait être sympa, mais c'est pas forcément un gage de réussite. Donc voilà, je continue ma petite tambouille. On verra si à un moment donné, en effet, je commence à travailler avec d'autres personnes. Tu penses quoi justement de l'évolution de TikTok? Tu penses que ça ressemblera à quoi le TikTok de 2025? C'est difficile à dire, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on va tout droit vers l'évolution qu'a eu Instagram. Parce que Instagram, au début, c'était waouh, l'Eldorado, tu peux faire beaucoup de vues, beaucoup de visibilité, la publicité est rentrée pour les entreprises qui ont payé de plus en plus, le reach a baissé jusqu'à ce qu'on se connaît aujourd'hui. Et TikTok, c'est la même chose. 2020, c'était un reach incroyable. Et on voit qu'en 2022, c'est plus dur. La seule différence, c'est que l'algorithme est différent et tellement puissant que je pense qu'il y aura toujours une possibilité d'émerger, qui n'était plus possible sur Instagram quasiment. Euh, et donc, TikTok dans l'avenir, je le vois aussi beaucoup au travers du live. Live shopping, ça ils y vont à fond, et que ça devienne un petit peu une app multifonction, un petit peu à la WeChat en Chine. Enfin, on sait que c'est chinois de toute façon, où ils veulent rajouter du live shopping, ils veulent rajouter du e-commerce. Donc beaucoup de choses. On verra tout ce qui sera ouvert, on va dire, au côté occidental, mais on y va tout droit. Donc, ça se veut vraiment l'app de divertissement numéro 1 pour passer un maximum de temps possible. Si en plus vous pouvez acheter des produits au travers de TikTok, ils seront encore plus contents que ça. Donc, je vois cette évolution en tout cas à court terme comme ça. Est-ce Intéressant. que tu penses qu'il y a une plateforme qui va vraiment gagner la bataille du contenu court, ou est-ce que tu penses que le contenu court vertical, il a de l'avenir aussi en Reels, en Short sur YouTube? Bah, je pense que TikTok sera toujours le numéro 1 puisque cette plateforme a été découverte enfin, émerger grâce à ça. Maintenant, plus que Reel, je vois YouTube Shorts prendre une grosse place parce qu'ils comprennent la monétisation des créateurs et parce que d'ici 2023, enfin début 2023, ils vont commencer à payer les créateurs sur les shorts. Mais YouTube sera numéro 1 sur le contenu long. Donc, il y aura toujours la bataille. Tout le monde pourra en faire. Hein. Pourquoi pas Twitter? Maintenant, avec Elon Musk, on entend qu'il veut faire plein de choses. Mais TikTok restera numéro 1 sur le contenu court. Ça, je suis persuadé. Intéressant. Ouais, il y a Snap aussi, Il y a Snap, c'est qui est vrai. assez gros. Je pense que Snap dit souvent que la France, c'est un gros marché pour eux. Mm-hmm. Aux US, C'est enfin, gros en aussi, tout cas, mais côté créateur, ils font pas mal de choses. Pendant un moment, Snap payait mieux que TikTok, tu vois, certains des créateurs, alors que ça peut être un peu sous-estimé. T'es sur Snap aussi, toi aussi, ou pas du tout? non, non. Ok. Vraiment, là, c'est par manque de temps et dire. Enfin, je pourrais reposter au moins le contenu. Ça, c'est vrai faudrait Ouais. que je le fasse. Faudrait que je le fasse. Parce que j'ai vu que, enfin, on a vu que du coup, tu te lançais enfin, tu t'étais lancé depuis longtemps sur YouTube aussi, et désormais avec des formats un peu plus longs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta stratégie YouTube et qu'est-ce que tu voudrais y faire? Ce que j'aimerais y faire, c'est déjà poster du contenu.
Et ça prend du temps et c'est un autre métier, entre guillemets. Et donc, une question de temps, il faut que je poste plus. Donc, ma stratégie derrière ça a été, OK, bah, je vais faire des podcasts que je vais poster sur YouTube. Comme ça va faire du contenu YouTube. C'était un petit peu ça la stratégie. Mais bon, pour faire des podcasts, il faut aussi du temps et les tourner ces podcasts. Donc, c'est un peu l'objectif. Sans particulièrement avoir de stratégie, hein, pour être honnête. Juste faire ce que je sais faire et parler de ce que je connais, c'est-à-dire la creator economy, de TikTok et un petit peu la même chose, mais sur du format plus long et un petit peu différent. Je pense que le format court, et je l'ai dit avant, c'est top pour être découvert, mais si on va aller plus dans les détails, créer une fidélité, une communauté encore plus engagée, il faut du contenu long. J'ai même vu quelqu'un, je sais plus qui a dit ça, mais qui disait que TikTok et les formats courts, c'est un peu la bande-annonce, et YouTube, c'est le film en entier. Et je pense que c'est assez vrai. C'est deux consommations différentes, mais encore une fois, pour des créateurs qui sont sérieux et qui veulent créer une carrière, il faut faire les deux. Donc moi, on verra. On verra en 2023. Objectif 2023, poster plus sur YouTube. Voilà. Bel objectif. Ouais, on y pense aussi avec Armand, on va essayer de faire un peu plus de contenu long. Bon, il y a déjà notre podcast qui est aussi dispo en vidéo sur YouTube, mais essayer de faire parce que nous, pour le coup, on essaie de faire des vidéos pour parler de la creator economy avec un angle un peu analyse, on essaie de décrypter ce qui s'y passe, etc. C'est vrai que parfois en TikTok, c'est un peu frustrant de faire un format très court, tu peux pas forcément te plonger dans les détails de tout ça. Mais il faut que ça soit votre objectif aussi alors. 2023, plus de format long. Ouais, mais comme tu dis, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps. C'est le challenge numéro 1. Et c'est pour ça que quand je vois le temps que c'est de créer une vidéo, moi, mon YouTuber préféré, c'est Casey Neistat. Voilà, ça l'a été depuis, je l'ai découvert. Et pendant un long moment, il postait un vlog chaque jour. Un vlog de 10 minutes. Et quand je vois le boulot que c'est, je me dis, mais quel monstre! Je comprends qu'il a arrêté au bout d'un moment. Et c'est vraiment monstrueux, quoi. Donc, ouais, respect à vous, les YouTubers, ça c'est sûr. C'est clair. C'est qu'une vidéo par jour, déjà sur TikTok, ça paraît beaucoup de boulot, mais alors sur YouTube, tourner, l'idée, le montage, mais c'est un truc de malade. Je sais pas comment il a fait. Il a fait ça pendant 1 an ou enfin pendant très longtemps. J'admire beaucoup aussi Casey Neistat. Là, depuis qu'il est revenu sur YouTube, je dévore aussi tout ce qu'il fait. C'est incroyable. En termes de créativité, c'est vraiment ouf. Le mec monte une armoire dans son studio, il va t'en faire un épisode et ça va être incroyable. C'est clair. Je trouve incroyable. Très fort. Mais très très fort. Et aujourd'hui, j'allais dire, ça te prend dans une semaine d'Antoine, ça te prend combien de temps la création de contenu par rapport à ton activité d'entrepreneur? On va dire, ça me prend, si je le lise par jour, il faut que ça me prenne 1 heure à 1h30 par jour. Ok. Voilà. Et t'es sur un objectif de rythme de posting, d'une vidéo par jour ou non, pas spécialement? J'essaie de tenir une vidéo par jour. Ce qui est compliqué parfois ou autre, mais mon objectif, c'est une. Comme un objectif. Après, si je l'atteins pas, c'est pas grave, mais faut que j'essaie de tenir une par jour. Mais pourquoi est-ce que tu continues de poster? Parce que l'objectif, c'était d'apprendre et de comprendre la plateforme, les problématiques des créateurs. Là, on pourrait dire que c'est mission accomplie. C'est vrai. Pourquoi est-ce que tu continues? Parce que je pense que... C'est une bonne question. Je pense que... déjà, en continuant de poster, je poursuis ma mission d'être avec de plus de créateurs, de les aider. Ça paraît bête, mais j'ai besoin de rester là-dedans. J'ai besoin de rester à leur contact. Parce que finalement, je donne beaucoup, mais... ils me donnent beaucoup, en fait, ils me nourrissent et ça, c'est important pour moi dans ce que je fais. Et en plus de ça, parce que j'ai compris que le personal branding était un actif qui était exceptionnel, sous-valorisé et dont je veux investir encore plus. Donc c'est pour ça que je veux faire plus. Et j'essaye de prendre de plus en plus de temps. Parce que c'est clairement, déjà c'est excitant et je pense que c'est ce qui fait la différence sur le long terme dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle boîte. Entre une où le fondateur, les fondateurs ou même la boîte va créer du contenu et l'autre où il n'y en aura pas. Celle qui va créer du contenu, c'est celle qui va gagner et je pense que dans l'avenir, chaque société
sera en fait et devra être une boîte de médias si elle veut perdurer et être la numéro un. En fait, on est vers l'évolution où chaque être humain est un média, enfin, ce que je pense, et chaque société est un média. Donc, il faut Super créer du intéressant. contenu. Et il faut du volume. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui disent ça. Qualité, volume, quantité, il faut du volume. Ça marche que comme ça. Ouais, j'avais vu un post LinkedIn, je crois, qui disait 2000-2020, c'était l'ère de la tech, et 2020-2040, ce sera l'ère du média. Et comme tu dis, tout le monde va Ouais, devenir je suis d'accord. média, etc. Je trouve assez intéressant. Et à titre perso, du coup, t'as des projets sur les 5-10 ans à venir qui sont un peu 10 ans. ambitieux et dont ton personal branding te permettrait de réaliser, ou tu fais Non, ça bah avec une vraiment, petite idée en la tête? bah forcément, augmenter mon personal branding va m'ouvrir des opportunités. J'ai pas forcément une idée en tête par rapport à quelque chose, mais je veux continuer de m'inscrire et il faut pour ça que j'aille sur d'autres réseaux. Aussi, mon objectif clair est de faire des choses qui sont en anglais parce que le français, j'adore, mais je vis aux États-Unis depuis longtemps, donc moi mon marché est ici, donc enfin déjà mon LinkedIn par exemple, c'est quelque chose où je m'exprime toujours que en anglais. Donc je vais faire beaucoup plus de contenu en anglais sans lâcher le français, mais donc ça fait partie en tout cas de ce que je veux poursuivre. Ok. Un compte TikTok en anglais que tu devrais lancer? Ouais, c'est possible. Ouais. Enfin, j'en ai déjà un que je travaille, etc. Mais il faut vraiment que je sois sérieux derrière ça. Ouais. Ok. J'imagine que le marché enfin, déjà, le marché en France est énorme sur conseil TikTok, et aux US, ça doit être encore plus Ah oui, c'est conséquent. ultra concurrentiel. C'est beaucoup plus, enfin, je vois, c'est beaucoup plus dur là aux États-Unis quand même d'émerger. Dernièrement, je suis des créateurs, c'est pas évident. Hein. Ok. Là, la concurrence, c'est dur. T'accompagnes aussi des créateurs aux US, ou t'es plutôt côté marque? Je suis plutôt côté marque, mais j'ai quelques créateurs également Ok. avec qui je travaille. Ok, intéressant. C'est qui t'as parlé de Casey Neistat, mais est-ce que t'as un ou deux créateurs que tu kiffes, peut-être des TikTokers? Moi, je suis beaucoup de contenu qui est un peu plus sérieux, entrepreneuriat, finance, donc c'est pas forcément des trucs assez fun ou TikTok. Je suis plus des YouTubers, mais ouais, Casey Neistat, j'aime bien tout ce qui est podcast de Logan Paul ou des Neck Boys. Qu'est-ce que je regarde? Graham Stephan aussi sur le côté finance. Je consomme plus de contenu YouTube. Enfin, je consomme du contenu TikTok, mais plus pour rester informé par rapport à la plateforme que par le fait de suivre vraiment quelqu'un. Mais après, en termes de vraiment fanboy, Casey Neistat, ça, pour le coup, c'est assez drôle. Et je me demandais sur la partie production de contenu, là, avec ton rythme, tu dis que ça te prend à peu près 1 heure par jour, grosso modo. Tu fais quoi? Tu scriptes tes vidéos? T'as une grosse partie de recherche où tu réfléchis? T'as un doc dans lequel tu balances toutes tes idées? Comment est-ce que tu t'organises? Ouais, bah moi, en fait, les idées, elles vont venir à n'importe quel moment de la semaine ou autre. Donc à ce moment-là, je vais taper sur un blog, c'est quelque chose que j'ai sur mon téléphone, ça dépend où je suis, l'idée grosso modo. Et je vais mettre pas mal d'idées. Et ensuite, il y a souvent, ça dépend des semaines. Soit il y a des semaines où j'arrive à prendre, voilà, bah du coup, 4 heures de suite et puis je vais en créer plein. Je pense que ça c'est la méthode pour être le plus productif possible et pour pouvoir faire justement plusieurs activités en même temps. Et parfois j'ai pas trop le temps, donc ça va être 2 jours dans la semaine, 3 jours ou des fois chaque matin de chaque jour où je vais créer le contenu. Mais donc l'idée peut venir de partout, l'inspiration peut venir d'un TikTok que j'ai vu, que je vais mettre en favori, dire tiens ça c'est une bonne trend que je vais pouvoir adapter avec ma niche, etc. Donc j'ai vraiment pour le coup, c'est un peu de partout. J'ai pas un processus et je scripte pas. Enfin, quand je reviens sur l'idée, des fois je tape des phrases, mais souvent enfin mes vidéos, voilà, elles me permettent de faire ça, hein, parce que c'est beaucoup moins, on va dire, travaillé, etc. Mais c'est boum, on balance, je parle, je dis ça, tac tac, et puis voilà, je le fais. Ce qui me permet, en faisant un contenu plus amateur, d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide sur la création.
Ouais. Et du coup, vu qu'on a affaire aux pros des astuces pour percer sur TikTok, est-ce que tu as, toi, peut-être une ou deux techniques ou des hacks que tu utilises toujours et qui te paraissent vraiment très efficaces? J'imagine que tu as deux, trois réponses assez classiques sur l'accroche et tout, mais est-ce que tu as du Pour aller, croustillant à nous donner ou... alors pour aller plus dans le croustillant, on va dire, c'est des choses, j'en ai déjà parlé, mais qui sont pas assez utilisées selon moi. C'est de rebondir sur l'actualité de manière générale, une news qui vient de tomber, etc. Si vous soit vous l'adaptez, soit vous la sortez brute, mais puisque c'est tendance, c'est hot, les gens ils vont regarder, ils vont partager, etc. Donc ça c'est souvent quelque chose à faire. Deux, c'est d'adapter, par exemple, je me souviens avec un créateur qui parlait que de sneakers. Je lui ai dit tiens, il y a Charlie D'Amelio qui avait à l'époque acheté une paire de Dior sneakers qui coûtait je sais pas combien. Et en fait, le fait de parler de célébrités ou de TikTokers ultra connus sur TikTok, si vous pouvez l'adapter à votre niche, vous allez faire des vues parce qu'il y a toujours la communauté, etc. Donc ça, c'est souvent aussi quelque chose d'intéressant. C'est s'il y a une célébrité ou quelque chose qui parle de quelque chose qui pourrait toucher à votre niche, parlez-en. Et la troisième chose, c'est la troisième chose que je peux dire, de faire des erreurs, mais exprès. Donc vous allez mal écrire des mots, vous allez mal dire des mots, vous allez même donner quelque chose, une info qui est erronée. Ça, les gens vont sauter dessus, vont commenter, vous allez vous faire défoncer. Mais ça va créer de l'engagement, du watch time, vous allez faire forcément plus de vues. À faire, pas tout le temps, parce que si vous commencez à dire que des conneries, bon bah après, on va plus vous croire. Ça, c'est une autre chose. Et quoi d'autre voilà, pour des petites choses comme ça, un petit peu plus croustillant, je sais pas si c'est croustillant, mais qui sort du côté Ouais. le hook, etc., qui est vrai, mais là c'est plus des petites techniques qui fonctionnent toujours. Et aussi faire du drama, amener de la polémique, ça cartonne. Ou alors vraiment, en fait, ce qu'il faut, c'est être ancré sur une position. Je pense que les créateurs qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui ont vraiment une position affirmée, qui est parfois impopulaire ou parfois populaire, mais vraiment vous êtes strict par rapport à ça, et après vous dites seulement ce que vous pensez. Et ben ça va cartonner. Parce que les gens aiment suivre ça. Et qu'il y a la moitié des gens qui vont vous insulter parce qu'ils vont pas être d'accord avec vous. Et puis il y a l'autre 50% qui va être complètement fan de vous parce que vous assumez complètement ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent pas dire. Donc en fait, je pense d'être très affirmé, c'est intéressant. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Je suis quelqu'un qui justement est plutôt diplomate, facilitateur. Je rentre pas dans le conflit et donc j'ai des opinions qui sont pas blanches ou noires, mais plutôt grises à chaque fois. Donc bon, je vais pas me forcer, mais en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne bien. Si vous créez du drama autour, alors là c'est jackpot. Voilà les petits trucs un peu Et en croustillants. glissant 2-3 erreurs en plus. Et alors là c'est magnifique. Le coup des erreurs, ouais, on a eu 2-3 exemples. Alors parfois volontaires, parfois non volontaires. Ouais. Ou ouais, aussi des vidéos qui prennent comme pas possible, pas du tout pour la raison espérée. Exactement. Ah oui, non, ça c'est sûr. Là, je parle vraiment pour avoir plus de visibilité. Mais c'est le jeu in fine sur TikTok. C'est de pouvoir apparaître, alors sans dire de conneries bien évidemment, mais d'apparaître quand même le plus sur la page pour toi. Parce que on le sait que la communauté va pas forcément voir vos vidéos. On sait que c'est beaucoup plus difficile. Donc, essayez toujours d'être frais et d'apparaître le maximum, c'est quand même important. Donc, Ouais. il faut toujours avoir pour moi une stratégie de vous parler à votre niche, votre cœur de cible, et donc vous faites du contenu niché qui va pas forcément faire beaucoup de vues, mais il faut toujours essayer d'avoir des vidéos un peu virales sur le côté pour balancer avec ça et toujours être découvert et continuer de croître. Ah, hyper intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis sur l'aspect actualité aussi. On s'en rend compte beaucoup, mais c'est vrai que je l'avais pas forcément internalisé. Dans mon feed TikTok, je vois souvent des trucs qui rebondissent sur de l'actu. J'ai vu récemment une vidéo qui avait explosé de Fabien Olicard, je sais pas si tu vois, le mentaliste français, qui parlait du buzz sur TPMP qu'il y a eu entre Cyril Hanouna et un député. Et vraiment, il l'a posté le lendemain, tu vois. Et c'était le truc dont tout le monde parlait. Et sa vidéo, elle a fait, je sais pas combien de millions de vues.
alors que son analyse en soi, elle est pas forcément meilleure qu'une analyse qu'il a pu faire de quelqu'un d'autre, mais parce que c'est quelque chose qui vient de se passer, les gens sont beaucoup plus attirés et t'as envie d'avoir l'info en plus sur ce qui vient de passer. Exactement. Ou juste ton avis, en fait. Quand je dis parler de news, c'est pas forcément faire le journal de 20 heures, hein. C'est juste dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je pense. Et ben ça intéresse les gens parce que ça rentre dans le débat. Et les Français, ce qu'on adore, c'est débattre et les avis. C'est fou, hein. Bah, y a que ça à la télé. Et finalement, sur TikTok, on aime ça, on aime le drama, on aime le débat. Donc, c'est juste une réflexion de notre société. Ouais, c'est clair. Hyper intéressant. Ça me fait penser aussi, on a fait une vidéo qui a énormément percé alors qu'on s'y attendait pas du tout, qui parle c'est la vidéo où on a fait 10 millions de vues, où on parle d'un mec qui est soi-disant du futur, etc. Et dans tous les commentaires, les gens nous trashent en disant mais vous êtes complètement teubés, bien sûr qu'il vient pas du futur, regarde que ça. Et nous, vraiment, il y a des gens qui sont DM la sur team Insta premier degré. Exactement, qui nous ont fait des paragraphes entiers pour nous expliquer par A plus B que le mec venait pas du futur. Donc parfois les gens sont vraiment pris au jeu. L'aspect drama ressort bien. Mais après, magnifique, parce que je suppose que cette visibilité-là, plein de gens vous ont découvert grâce à ça, et puis derrière, vont continuer à vous suivre. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder ce côté viralité, qui est parfois pas voulu, mais qui est important pour être découvert, en fait. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu internalises aussi sur l'aspect stratégie de contenu. Tu sais, on parle souvent de tofu, mofu, bofu. Est-ce que c'est des trucs que tu as en tête Non. Enfin, je connais tous ces dialectes, mais j'ai pas forcément dans la stratégie. Je pense que ce qui est important, c'est juste en tant que créateur contenu d'avoir ce qui est vrai, des piliers de ce que vous êtes et de quoi vous voulez parler, et toujours tourner autour de ça, et toujours de rester soi-même et d'être authentique. Alors, j'aime pas dire ça parce que c'est le truc bateau, oui, il faut être soi-même, etc. Mais en fait, c'est la vérité, parce que si vous voulez créer du contenu tous les jours pendant des années, bah, si vous jouez un jeu, au bout d'un moment, ça va plus marcher, quoi. Ou si vous mentez ou autre. Donc, en étant soi-même, on est sûr, et en parlant de choses qu'on aime, qui nous intéressent, bah, on est sûr de pouvoir rester longtemps. Donc, c'est un peu ça le message, quoi. Donc, écrivez vos piliers, qui vous êtes, piliers de contenu, ok, et après, tournez autour de ça. Puis ça m'empêche pas parfois de faire des vidéos qui n'ont rien à voir, et qui peuvent très bien marcher. J'ai testé des cookies l'autre fois, qui étaient les cookies les plus chers du monde. Je trouvais ça marrant, donc j'ai testé parce que forcément, cookies plus chers du monde, tu vas te dire c'est un petit peu buzz, etc. Bon, la vidéo a super bien marché. Est-ce que ça a un rapport avec la creator economy? Pas vraiment, mais bon, j'ai bouffé des cookies, j'étais content, et voilà. C'est ça aussi TikTok, hein. Faut rester quand même léger. Ouais. Bien intéressant. On va aller bouffer des cookies aussi. Mais trop cool. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai d'autres questions pour toi? On avait une petite liste de questions que j'ai sous les yeux. Moi, je me demandais. Moi, j'ai une question pour vous. Allez, vas-y. C'est quoi votre direction pour 2023? Là, c'est la fin d'année. Bon, je sais pas quand sera posté ce podcast, mais bon, 2023, qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez aller? TikTok versus Instagram versus les shorts versus le contenu long, on en a un peu parlé, mais c'est le moment aussi de parler de vous. C'est une bonne question. Je pense qu'on va mettre plus d'énergie sur la création de contenu. Et pour te dire, Antoine, là, on est en train de réfléchir à tout ça. Et je pense que la fin d'année, janvier, ça va être aussi un moment stratégique. On va se poser, on va beaucoup y réfléchir. Mais en tout cas, pour l'instant, les éléments qui ressortent, c'est se concentrer encore plus sur la création de contenu. Parce qu'à côté, on a des activités où on aide des marques à se développer sur les réseaux et tout. Mais donc ça, c'est le premier point. Et je dirais aussi se diversifier et minimiser le risque vis-à-vis d'une plateforme. Donc, tu vois, tu as évoqué Instagram et YouTube. Toi, tu t'es lancé aussi sur YouTube. Aujourd'hui, nous, Insta, on a une toute petite présence. Et pourtant, c'est là où on peut connecter très facilement en DM avec d'autres créateurs. Ouais. Donc, on a envie de mieux consolider notre présence là. Et YouTube, on aimerait bien explorer des contenus longs. Donc, prendre plus de temps, comme le disait Max tout à l'heure, pour vraiment faire des analyses complètes sur des sujets de la creator economy. Et le podcast aussi, c'est un exercice sur lequel on prend énormément de plaisir. Donc, l'objectif, ce sera de continuer. Là, toi, si je dis pas de bêtises, c'était notre 13e épisode. Donc, déjà, je pense que c'est un bel achievement. On est super content. Et on espère pouvoir en faire encore un peu à la Joey Rogan, tu vois, 250, quoi. Bah, cool. Je le souhaite et j'en suis sûr. Non, c'est top. Bah, enfin, j'ai pas d'avis forcément avec ce que vous voulez faire, mais je pense que décider de faire plus de contenu, ça ne peut être qu'une bonne idée. Après, c'est toujours comment le faire, etc. Mais c'est une bonne idée, ça, c'est certain. Ouais. Et t'as évoqué le personal branding. C'est un truc qu'on avait sur notre radar, tu vois, mais je pense qu'on va plus le travailler. Que ce soit nos brandings
l'un et l'autre, tu vois, mais aussi notre branding à deux. C'est un des sujets sur lequel on est en train de réfléchir aussi. Il y a, Et je pense qu'il est rattaché de manière générale, de toute façon, à la création de contenu. C'est créer du contenu à deux, créer du contenu chacun de son côté, mais c'est créer du contenu, c'est ça le personal branding, enfin une partie, mais au final, c'est d'être visible, quoi. Créer sa marque. Ouais. Bah, c'est vrai que nous, mine de rien, on crée du contenu depuis assez peu de temps. On s'est lancé au tout début de cette année, donc ça va faire 1 an en fait. Donc c'est relativement Félicitations les gars. Et ouais, merci. Et je pense qu'on s'est tous les deux rendu compte qu'on kiffait vraiment ça plus que prévu. La partie création de contenu, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une partie, il y a un aspect un peu addictif, tu vois, c'est grisant de créer du contenu, de créer une communauté, de pouvoir toucher des centaines de milliers de personnes, etc. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est de créer le processus de création ou c'est l'impact que ça a? Un peu des deux, parce que je pense que Armand et moi, on a tous les deux ce point commun d'avoir un peu une fibre créative de base, où moi, juste le process de écrire, tourner, monter les vidéos, je kiffe. Enfin, on kiffe, tu vois, je pense que je parle pour nous deux. Et il y a cet aspect-là qui nous fait vraiment kiffer. Et il y a aussi l'aspect créateur économie, où on se dit... c'est tellement un secteur à des potentiels qui peut partir dans tous les sens et d'être un petit peu dans l'œil du cyclone de ce truc-là, ça nous fait vraiment, ça nous fait bien kiffer. Donc et on sait que 2023, ça va continuer à aller dans cette direction, tu vois, le marketing d'influence, même si on n'aime pas ce mot, il est pas prêt de s'arrêter, au contraire. Donc ouais, c'est ça nous fait bien kiffer. Et la partie création de contenu, c'est un très bon moyen justement de se retrouver au cœur de cet écosystème. Et ça nous a, nous aussi, pour nous retourner la question qu'on t'a posée, ça nous a ouvert plein d'opportunités, tu vois, de créer du contenu. On a rencontré plein de créateurs, plein de marques, des opportunités parfois très très random, tu vois, de gens qui viennent nous parler pour proposer de faire X, Y, Z. Et ça, c'est assez grisant, ouais, c'est assez excitant au quotidien. Donc ouais, on va continuer sur cette route. Eh ben, c'est super. Mais c'est sûr que de toute façon, il n'y a pas besoin de parler de créateur économie ou d'être un créateur pour dire que si vous postez du contenu, vous allez être visible et ça va créer des opportunités dans n'importe quel secteur, dans n'importe ce que vous faites. Si vous êtes même étudiant ou même employé, je pense que c'est la clé. Hein. Ça crée parce que vous êtes visible. Donc si on va se souvenir de vous, on va vous voir, ok, donc on va faire quelque chose avec vous. Et il y a un côté, je trouve intéressant encore plus avec YouTube, mais il y a un côté où avant les gens qui regardaient la télé, les gens à la télé, c'était un petit peu les stars, c'est la télé. Et ben il y a ce côté similaire avec YouTube où même si vous avez une petite chaîne et que vous pouvez même dire de la merde, le fait que vous créez vos vidéos, vous postiez du contenu, vous êtes sur YouTube, directement vous allez avoir une crédibilité. Qui est complètement fou parce que peut-être que ce que vous dites est complètement faux. Donc je parle pas de vous là, hein, je parle de manière générale. Ouais, et en sûr. Fait, c'est l'effet YouTube ou créateur. Donc j'encourage évidemment le maximum de monde à juste créer du contenu, quoi. Qu'importe le secteur, qu'importe ce que vous faites. Ouais, c'est vrai que le fait de prendre la parole, ça te donne automatiquement un statut d'expert ou du moins de sachant du sujet, quoi. Ce qui est assez ouf, ouais. Il y a beaucoup de gens, je sais, des entrepreneurs français qui sont souvent des super entrepreneurs qui se disent putain, moi je suis vraiment un expert, lui il dit n'importe quoi, mais je crée pas de contenu et du coup il a plus de notoriété ou de crédibilité et ça les rend fous. Donc on voit de plus en plus et là je vois qu'il y a un petit phénomène où des entrepreneurs vont dire ok maintenant je vais prendre la parole et je vais créer plus de contenu. Donc on risque d'en voir de plus en plus. Ça, tu le vois beaucoup aux US, des entrepreneurs qui se lancent et qui prennent la parole, qui font des vidéos TikTok et tout. Ouais, il y en a beaucoup. Et surtout aux US, enfin, toutes les professions libérales aussi. Il y a, en tant que chirurgien, on peut faire de la promotion. Bon, la médecine est différente et c'est privé là-bas. Donc, il y a les docteurs qui vont faire de TikTok et puis parce que derrière, ça va leur amener des clients. Des dentistes, des avocats, donc tout, donc des entrepreneurs, mais pas que, des employés aussi, vraiment, il y en a beaucoup. Alors, comparé, c'est bien évidemment plus grand les États-Unis, donc il y en a toujours beaucoup qui ne font rien ou qui ne le font pas encore, mais c'est assez impressionnant. On peut voir des
des TikTokers de tout aux États-Unis, vraiment de tout. Ça, c'est assez fou. Ouais, c'est assez intéressant ça. On en parlait récemment avec Armand. Sur le TikTok français, il y en a encore relativement peu, j'ai l'impression, des entrepreneurs qui débarquent. Alors, ça commence à arriver. Tu vois, je pense à des mecs comme Anthony Bourbon ou Théo Lyon, je sais pas si tu vois, qui eux sont des gros créateurs de contenu en plus de leur business. Mais je me dis que ça va arriver. C'est déjà arrivé sur LinkedIn où voilà, aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, de CEO, de startups, de machin, ils font beaucoup de contenu écrit. Mais demain, ils auront envie de faire la même chose sur des formats vidéo. Et ça, potentiellement, enfin, on en parlait avec Aaron parce qu'on se disait ça peut aussi être vecteur d'opportunité d'un point de vue business, tu vois. Plein d'entrepreneurs qui vont vouloir débarquer sur TikTok et qui savent pas trop comment faire. Ah, c'est sûr. Même pour toi d'ailleurs. Avoir un suivi de ces personnes-là. Ça se fait beaucoup, comme tu le dis, sur LinkedIn. Tu as des coachs LinkedIn ou autres, ou même des ghostwriters qui vont écrire les posts pour eux. Sur du format vidéo, va falloir qu'ils tournent quand même les vidéos. Donc, tu peux avoir un monteur, mais il va falloir vraiment qu'ils s'y mettent. Je pense que c'est ça aussi peut-être la barrière, et certains n'ont pas le temps ou n'ont pas l'envie ou la confiance, je sais pas, mais ça va venir. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est clair. Hyper intéressant. Un monde d'opportunités à nos pieds, encore une fois. Trop cool. Je sais pas si tu avais d'autres sujets, Armand, ou d'autres questions que tu voulais... Je voulais juste que tu nous dises pourquoi, d'où te vient cette passion pour les États-Unis? Pourquoi tu avais envie d'aller là-bas? En fait, je suis même certain que nous, Français, on est influencés par les États-Unis, mais de manière... de malade, quoi, énormément. Et moi, j'ai tellement été influencé, je pense que je me dis, j'ai envie d'y vivre, tout simplement. Mais c'est influencé par ce qu'on a pu voir à la télé, maintenant sur YouTube ou autre, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on mange. Il y a à côté, bien sûr, la France et les Français, on a notre culture, etc., qui est différente d'ailleurs des Américains sur beaucoup de points. Mais on est tellement influencé, surtout la jeune génération, de la musique, autre. On se rend pas compte, mais tout ce que font les Américains... on dit amen et on fait la même chose au final et on voit ce qui se passe aux US, ça arrive en France par la suite et je dis pas que c'est mal, moi j'adore les États-Unis, mais donc voilà, j'ai juste voulu aller là-bas pour y vivre et être encore plus proche de ça plutôt que d'être 2 ans après ce qui va arriver en France, autant y être directement. Donc voilà, j'ai décidé d'y être et parce que il y a plein de côtés qui sont horribles et pas bons des États-Unis, je suis pas en train de, et la France est magnifique, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'il n'y a pas en France et qu'on peut trouver aux États-Unis, dont l'esprit entrepreneurial qui est assez top. Tu étais influencé en France et tu es devenu influenceur aux États-Unis. Je suis pas influenceur aux États-Unis ni en France d'ailleurs, mais j'aime les États-Unis, c'est comme ça, c'est sûr. Et le choix de Miami, c'était un choix stratégique? Non. C'était un choix par défaut. J'avais fait un stage alors que j'étais encore en école de commerce à Miami. J'avais rencontré plusieurs personnes. Et lorsque j'ai voulu retourner, il fallait que j'ai un visa. Et donc, j'ai quelqu'un que je connaissais qui avait une boîte à Miami qui m'a fait un visa. Mais ce gars-là aurait été dans le Texas. J'aurais été dans le Texas, en fait. Donc, c'était vraiment... Et puis, Miami... Après, j'aime beaucoup la culture hispanique aussi très présente là-bas. C'est une ville qui a énormément évolué, surtout depuis le Covid. Maintenant, tous les gens de la tech, de la Silicon Valley, ils ont bougé à Miami. C'est le centre névralgique des cryptos, du Web3 aux États-Unis, voire même dans le monde avec Dubaï. Donc, c'est une ville super attractive. Il y a un lifestyle de malade. Il fait beau. Il y a la mer. Alors, je veux dire, que demander de plus, quoi. J'adore New York ou autre, mais c'est Miami. Bon, maintenant, je suis très Miami. Et je vais souvent à LA parce que pour ce qu'on fait, forcément, LA, c'est la mecque des créateurs, ça c'est sûr. Ouais. Et tu parles de crypto, j'ai vu que pour se connecter sur la partie créateur de Stargazer, tu peux te connecter avec un portefeuille crypto, avec un wallet. Pourquoi? T'as un truc de prévu? Non, on travaille avec on a fait pas mal de campagnes pour des projets Web3 et donc on travaille avec des créateurs qui parlent de crypto et donc qui veulent se faire payer en crypto et donc en fait on leur facilite la connexion à notre site ou même les paiements en crypto. Alors je vous avoue, depuis le crash, il y en a quand même moins, mais on en fait toujours de temps en temps. Ok. Et on a une deuxième question qu'on pose
traditionnellement, pardon, à tous nos invités. D'après toi, quel serait le créateur qu'on devrait inviter sur notre podcast pour le prochain épisode? Oh merde, j'aurais dû la préparer là. Ta cartouche, c'est Casey Neistat. Non, un peu compliqué. Je sais pas, mais c'est difficile. Est-ce que peut-être il y a un créateur qui est passé par ta formation et qui a explosé depuis, qui pourrait être Ouais, il intéressant? y en a évidemment. Je sais. Ah non, je crois que vous avez déjà fait quelqu'un qui fait du contenu cuisine, food déjà. Je crois. Woogies. Enfin, je dis pas que cette personne a suivi la formation. Hein, je dis juste que ça aurait été intéressant de quelqu'un sur la food, mais vous l'avez déjà fait. Non, c'est vraiment sur une thématique qui est un petit peu particulière. Je pense que ça peut être pas mal. Ah là là, je sais pas. Prenez au dépourvu. Je pense alors non, en fait, voilà, ce qui est très intéressant, faut que vous invitiez quelqu'un qui est un influenceur de la télé-réalité. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que et je le sais, parce qu'on pense la même chose, c'est peut-être à 180 degrés de les gens qu'on côtoie au jour le jour, les créateurs de contenu, mais justement, ça serait un super podcast d'avoir quelqu'un qui a un pur produit de la télé-réalité et qui est devenu ce qu'on appelle un influenceur. Ça serait pas mal. Tu plantes une très bonne graine là, c'est une très bonne idée. Ouais, j'aime beaucoup. Effectivement, ce serait un peu deux mondes qui se rencontrent. Moi, pour te dire, la télé-réalité, j'en parle, mais je sais même pas ce que c'est. En vrai, jamais, tu vois, je sais même pas ce qui s'y passe. Donc ouais, je serais assez curieux d'avoir une discussion. Je pense que c'est assez facile de trouver les noms du top 20 ou 25 de ceux qui ont fait ça. Après, je sais pas à quel point ils aimeraient parler ou participer à un podcast. Et de faire un podcast et de poser les questions justement à une personne qui vient d'un autre univers et qui a été propulsé en tant qu'influenceur grâce à la télé-réalité. Je trouve que ça serait super intéressant parce qu'on l'a pas. Faites-le. Peut-être que je ferai à un moment aussi, mais je pense que prochain podcast, voilà, plutôt que faire quelqu'un d'une autre niche ou autre, là, ça serait un petit virage sympa. Ouais. Même d'avoir la fameuse Magali Berda pour répondre de ses propos. Alors Magali, j'ai déjà travaillé avec elle, hein, pour le coup. Ouais, très pro. J'avais travaillé avec certains de ses créateurs pour une marque australienne qui se lançait en France. Et c'était très professionnel, il n'y a eu aucun souci. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai pour le coup rien à dire contre elle. Je sais qu'il y a eu un groupe. Je sais pas si ça continue d'ailleurs, encore un buzz, mais bon, voilà. Je sais pas trop, je sais qu'on a entendu parler beaucoup il y a 2-3 mois là, quand elle a dit un truc du genre, ce que tu parles dans la vidéo d'ailleurs. Mais ouais, intéressant. Ouais, en tout cas, ce monde-là, c'est vrai que c'est un monde qu'on connaît assez peu, dont on parle beaucoup, mais qui est assez inconnu. Ça pourrait être intéressant. Et si en plus cet influenceur peut être localisé à Dubaï, ça peut être encore mieux. En direct de Dubaï. Coche toutes les cases. C'est clair. Trop cool. Ouais, bah écoute, on va réfléchir à ça. Hein. Ça peut être vraiment intéressant. C'est une idée, les gars. C'est vous, comme vous voulez. Ouais, non, franchement, on aime bien. De quoi faire. Trop cool. Bah écoute, je sais pas si Armand, t'avais une autre question. Sinon, merci à toi Antoine pour ton temps. C'était très cool de te rencontrer, de discuter avec toi de ton parcours et puis de ta vision sur cet écosystème qu'on kiffe autant. Donc non, franchement, merci à toi. Et puis on va continuer de te suivre. On mettra dans la description tous tes réseaux pour te retrouver, etc. Et ouais, on te dit à très bientôt à toi ainsi qu'aux auditeurs de REC, le podcast des créateurs de contenu. Merci les gars, merci pour l'invitation. Merci beaucoup Antoine. Et vu qu'on parle des auditeurs, on va en profiter 30 secondes pour leur demander de nous laisser un petit avis, un 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Si on va aller voir Magali demain pour lui demander de venir sur le podcast, si on a une bonne note, ça nous aidera bien. Merci beaucoup. Merci Antoine encore. Merci.